Août 1950, la péninsule coréenne étouffe sous une couverture suffocante d'humidité et de poussière. L'odeur de résine de pin se mêle à la lourde puanteur huileuse du carburant diesel imbrûlé. Sur les routes poussiéreuses menant au sud vers le périmètre de Busan, le sol tremble. Ce n'est pas le tremblement d'un séisme, mais le battement de cœur mécanique et rythmique de l'armée populaire coréenne. Ils poussent en avant une marée rouge irrésistible qui a déferlé depuis le 38e parallèle, écrasant tout sur son passage. À l'avant-garde de ce point de fer se trouve la fierté du bloc communiste, le char T-34-75. Pour l'équipage à l'intérieur du char de tête de la 105e brigade blindée, la guerre a été une série de victoires faciles. Le commandant, le lieutenant Park, scrute à travers son périscope, ses yeux balayant la ligne de crête près de la rivière Naktong. Il se sent invincible. Et pourquoi ne le serait-il pas? Pendant des semaines, son unité a roulé sur les positions américaines comme si elles n'étaient que des ralentisseurs. Les briefings de renseignement étaient clairs. Les Américains étaient mous, ils n'étaient pas préparés. Mais surtout, leur équipement était de la camelote. Park connaît l'arsenal américain mieux qu'eux-mêmes. Il sait que les obus de bazooka américains rebondissent sur le blindage frontal incliné de son char T-34 comme la grêle sur un toit de tôle. Il sait que les chars légers américains M24 Chaffee ne sont rien de plus que des cercueils en aluminium, explosant à la simple vue de son canon principal de 85 mm. Les conseillers soviétiques leur avaient promis que rien dans l'infanterie américaine ne pouvait toucher le blindage frontal d'un T-34. Ils étaient les rois de la route. Mais en cette matinée humide, la physique du champ de bataille est sur le point de changer. Park ordonne à sa colonne de s'arrêter. Quelque chose ne va pas. La vallée devant eux, un étroit goulet d'étranglement entouré de rizières et de collines basses, est trop silencieuse. Les oiseaux ont cessé de chanter. Les grillons sont silencieux. Il y a un goût métallique dans l'air. Il fait pivoter la tourelle, scrutant la ligne d'arbres à 300 mètres. Il ne voit que des ombres et un feuillage dense. « Conducteur, en avant, vitesse lente », commande Park. Le T-34 s'élance en avant, ses chenilles broyant la terre sèche. Puis cela arrive. Il n'y a pas de hurlement d'un bombardier en piqué. Il n'y a pas le rugissement révélateur d'un lourd barrage d'artillerie. Il n'y a qu'un claquement sec et violent, comme un coup de tonnerre se produisant à l'intérieur d'un tambour d'acier. À 50 mètres à la droite de Park, le char numéro 2 de la formation frémit violemment. Une gerbe d'étincelles jaillit de la plaque de glacis supérieure, le blindage le plus épais et le plus fortement incliné du char. Pendant une fraction de seconde, le char continue de rouler en avant, l'élan le portant. Puis, un incendie catastrophique éclate par la trappe du commandant. Les munitions s'embrasent, envoyant la tourelle tournoyer dans les airs. Park est figé. Son cerveau ne peut pas traiter ce qu'il vient de voir. Le T-34 est censé être immunisé contre les tirs frontaux de tout ce que les Américains ont au sol. « Embuscade ! Marche arrière ! Marche arrière !» hurle-t-il dans l'interphone, mais l'ennemi est invisible. Un autre claquement résonne à travers la vallée. Cette fois, le char derrière lui prend un coup. Le projectile ne pénètre pas simplement. Il transperce le bloc moteur et ressort par l'arrière, transformant le compartiment moteur en fournaise. La panique s'installe. « C'est impossible, d'où ça vient ?» crie le tireur, faisant pivoter la tourelle frénétiquement. « La crête, 11 heures !» Park crie, repérant un bref éclair de gaz de bouche se dissipant dans l'humidité. Il plisse les yeux, essayant d'identifier le tueur. Il s'attend à voir le profil massif et imposant d'un char lourd. Peut-être le M26 Pershing dont on parlait. La seule chose que le bureau de renseignement disait pouvoir éventuellement leur faire du mal. Mais la silhouette qu'il voit émerger du filet de camouflage est déroutante. Elle est haute. Elle est carrée. Elle a un profil élevé. Ça ressemble à un Sherman. Park cligne des yeux, essuyant la sueur de ses yeux. C'est un Sherman. Le M4, le cheval de bataille obsolète de la Seconde Guerre mondiale. Le char que les tigres allemands avaient l'habitude de dévorer au petit déjeuner. Le char dont les instructeurs soviétiques se moquaient pendant l'entraînement, l'appelant « une tombe pour 5 frères ». Le soulagement l'envahit pendant une microseconde. Si ce n'est qu'un Sherman, ils sont en sécurité. Un obus standard de 75 mm d'un Sherman ne peut pas pénétrer le blindage frontal d'un T-34-85. C'est de la physique.
C'est une impossibilité mathématique. Cible devant, c'est juste un Sherman. Feu, ordonne Park, sa voix retrouvant confiance. Son tireur fait feu. L'obus de 85 mm hurle à travers la vallée et s'écrase sur le mantelet du char américain. Des étincelles volent. Le coup est solide, mais le char américain n'explose pas. Il ne s'arrête pas. Il se balance simplement sur sa suspension, absorbe le choc et réajuste sa visée. Avant que Park puisse ordonner un rechargement, la bouche du char américain crache à nouveau. Le son est différent cette fois. C'est un hurlement aigu, un déchirement de l'air lui-même. Le projectile couvre la distance en une fraction de seconde, se déplaçant plus vite que n'importe quel obus de char que Park ait jamais vu. Il frappe la couronne de tourelle du T-34 à côté de lui. L'acier ne se plie pas simplement, il se liquéfie. L'énergie cinétique arrache la tourelle du châssis. Ce n'est pas un obus normal. Ce n'est pas un char normal. « Repliez-vous, fumigènes, lancez les fumigènes !» hurle Park, sa voix se brisant de terreur authentique. Les chars T-34 survivants de la colonne reculent en désordre, leurs chenilles brassant la boue, alors qu'ils essaient désespérément d'échapper à la zone de mort. Ils tirent à l'aveugle dans la fumée, terrifiés par le fantôme qui les chasse. Alors qu'ils battent en retraite, Park regarde en arrière à travers le périscope une dernière fois. Le char américain avance. Il se déplace avec une fluidité étrange, sa suspension avalant le terrain accidenté, son canon étonnamment long les suivant avec une précision robotique. On leur avait dit que les Américains amenaient des couteaux à une fusillade. Mais quelle que soit cette machine, elle vient de balayer le meilleur blindage de l'Union soviétique comme un jouet. Avant d'analyser le mystère de ce nouvel adversaire mortel, si vous appréciez les plongées profondes dans l'histoire militaire qui a façonné notre monde moderne, assurez-vous de vous abonner à Cold War Impact. Nous découvrons les histoires oubliées du conflit qui a divisé le globe. Maintenant, revenons à la rivière Nakhtong. La retraite est chaotique. L'invincible 105e a été ensanglanté. Au poste de commandement avancé, à environ 5 km derrière la ligne de front, l'atmosphère est tendue. Le lieutenant Park sort de sa trappe, son uniforme trempé de sueur et de graisse. Il tremble, non pas de fatigue, mais de l'effondrement de sa réalité. Il doit rapporter cela au colonel. Mais que peut-il dire ? Qu'ils ont été mis en déroute par une relique ? Il trouve le commandant du bataillon, le colonel Kim, debout au-dessus d'une table de cartes, fumant une cigarette. Kim lève les yeux, s'attendant à un rapport d'une nouvelle percée. « La crête est prise ?» demande Kim, sa voix plate. « Non, camarade colonel, » dit Park, se tenant au garde à vous, les yeux fixés sur la toile de la tente. « Nous avons été repoussés. Nous avons perdu 3 chars. 2 autres sont endommagés. » Kim laisse tomber sa cigarette. « Repoussés par quoi ? Un appui aérien ? Les Américains n'ont pas de blindage lourd dans ce secteur. » C'était des chars, camarade colonel, admet Park doucement. Des Sherman. Kim le fixe pendant un long moment, puis laisse échapper un rire court et incrédule. Des Sherman ? Vous vous êtes laissé battre par des Sherman ? Avez-vous oublié de charger des obus perforants ? Vous êtes-vous endormi ? Il s'approche, enfonçant son doigt dans la poitrine de Park. Le T-34 est supérieur au Sherman à tous égards. Blindage, canon, mobilité. C'est de la lâcheté. Ce n'était pas normal, camarade colonel, insiste Park, sa voix s'élevant. Je l'ai vu. Nous les avons touchés. Les obus ont rebondi, mais eux, ils nous ont touchés à 800 mètres. À travers le glacis, à travers le mantelet, un coup, un mort. Le projectile, il allait trop vite. C'était comme un laser. Kim plisse les yeux. C'est un vétéran des campagnes de Mandchourie. Il sait que les hommes paniquent, mais il connaît aussi le son de la peur authentique. Impossible, marmonne Kim. Les Américains utilisent le canon de 75 mm. Il ne peut pas vous pénétrer à cette distance, à moins que... Kim attrape ses jumelles et sort de la tente, regardant vers la fumée lointaine s'élevant de la vallée. Il sait que les Américains sont désespérés. Il sait qu'ils précipitent tout ce qu'ils ont vers le périmètre de Busan. Est-il possible qu'ils aient déployé une nouvelle arme ? Une modification secrète ? Ou son commandant de char hallucine-t-il ? « Amenez le véhicule de récupération », ordonne Kim, sa voix froide et calculatrice.
Nous allons au front. Je veux voir ces super Sherman de mes propres yeux. Et si je découvre que vous avez fui devant un Sherman standard, vous serez fusillé pour désertion. » Ils se mettent en route sous le couvert du crépuscule tombant. Ils doivent récupérer l'épave du char de tête. Ils doivent inspecter les trous. Ils doivent comprendre quel genre de fantôme hante la rivière Nakhtong. Parce que si les Américains ont trouvé un moyen de rendre leur acier obsolète à nouveau pertinent, tout le plan d'invasion est en péril. Alors qu'ils approchent de la carcasse en feu du T-34 de tête, l'odeur de métal grillé est accablante. Kim saute à terre et grimpe sur le châssis calciné du char mort. Il éclaire la blessure d'entrée avec une lampe de poche. Il s'arrête. Il passe son doigt ganté sur le tronc. Il est petit, étonnamment petit, mais il a transpercé 10 cm d'acier trempé incliné, comme si c'était du papier. Il n'y a pas de bord déchiqueté. C'est une perforation nette, chirurgicale. « Qu'est-ce qui peut faire ça ?» murmure Kim pour lui-même. Ce n'est pas juste un plus gros canon. C'est quelque chose d'entièrement différent. Les Américains ont changé les règles du jeu, et les Nord-Coréens ne savent même pas à quel jeu ils jouent désormais. La nuit tombe sur le périmètre de Busan. Sous la lumière vacillante d'une lanterne à kérosène, le colonel Kim poursuit sa sinistre investigation. L'épave du char T-34 refroidit, le métal cliquetant en se contractant dans l'air nocturne. L'odeur est un mélange nauséabond de caoutchouc brûlé et de porc rôti. Kim passe à nouveau sa main sur la blessure d'entrée de la tourelle. Cela défie la logique. Les doctrines anti-chars américaines standards reposent sur la masse. Ils utilisent de gros obus lourds pour fracasser le blindage. Mais ceci, c'est différent. Le trou est à peine plus grand qu'une balle de mitrailleuse lourde. Pourtant, il a transpercé la partie la plus épaisse de la tourelle et est ressorti de l'autre côté. « Apportez le pied à coulisse », ordonne sèchement Kim à son aide de camp. Il mesure le diamètre du trou. 76 mm, fronce-t-il les sourcils. Les calculs ne collent pas. Les Américains ont des canons de 76 mm. Ils sont montés sur les chasseurs de chars M10 et certains modèles tardifs de Sherman. Mais les manuels soviétiques, les bibles de la guerre blindée fournies par Moscou, étaient explicites. L'obus américain standard de 76 mm, le M62, voyage à environ 790 mètres par seconde. À des distances de plus de 500 mètres, il devrait avoir du mal à pénétrer le blindage frontal incliné d'un T-34. Mais le char de parc a été détruit à près d'1 kilomètre, et l'obus a traversé le blindage comme une aiguille chaude dans de la cire. « Ça pourrait être les Britanniques ?» demande nerveusement l'aide de camp. « Le canon de 17 livres ?» Kim secoue la tête. Le renseignement dit que la brigade britannique est à 30 km au sud. C'est la 2e division d'infanterie américaine. Ils sont censés être un ramassis mal équipé. Il descend de l'épave et regarde dans l'obscurité. L'impact psychologique de cette arme se répand déjà dans les rangs. Les équipages de chars, des hommes qui marchaient avec l'arrogance des conquérants hier encore, chuchotent maintenant en petits groupes. Ils parlent des chars fantômes. Ils partagent des rumeurs selon lesquelles les Américains auraient développé un obus magnétique ou un canon électromagnétique. Si Kim ne peut pas expliquer cela, le moral s'effondrera. Un équipage de chars qui ne fait pas confiance à son blindage est un équipage vaincu. Le lendemain matin, le mystère s'approfondit. Kim ordonne à une escouade de reconnaissance d'infiltrer la ligne de crête surplombant la zone de rassemblement américaine. Ils ont besoin d'une confirmation visuelle. Ils doivent voir la bête qui dévore leur blindage. Le caporal Lee, un éclaireur à l'œil perçant, rampe à travers les hautes herbes, son camouflage se fondant parfaitement avec le terrain. Il atteint la crête de la colline et lève ses jumelles. En contrebas, dans un lit de rivière asséché, le blindage américain se prélasse. Il les voit. Il y a 5 chars. Ce sont indubitablement des Sherman. La haute coque carrée est emblématique, mais alors que Lee ajuste la mise au point de ses lentilles, il remarque des détails qui ne correspondent pas aux fiches de reconnaissance du quartier général. Ces Sherman semblent plus larges. Les chenilles sont plus larges, reposant plus lourdement sur le sol. La suspension est différente. Les vieux Sherman rebondissaient sur des ressorts verticaux, une conduite rude et chaoteuse. Ces chars semblent reposer sur un système de suspension horizontale plus complexe qui épouse le terrain. Mais c'est le canon qui attire l'attention de Lee. Il est long, beaucoup plus long que les canons trapus de 75 mm des Sherman qu'ils ont détruits à Séoul, et au bout du canon, il y a un frein de bouche distinct, un dispositif pour réduire le recul. Lee observe un équipage américain chargé des munitions.
Il s'attend à voir les obus perforants standards à pointe noire. Au lieu de cela, il voit le chargeur manipuler un projectile qui semble étrange. Il est plus léger, la pointe n'est pas émoussée, elle est pointue, enveloppée dans une étrange enveloppe légère. Il prend une photographie avec son appareil à longue portée. De retour au bunker de commandement, le colonel Kim étudie la photo granuleuse développée. Il la compare à la silhouette du M26 Pershing. Ce n'est pas un Pershing, c'est définitivement un Sherman, mais c'est un Sherman sous stéroïdes. Regardez les chenilles, fait remarquer Kim en tapotant la photo. 58 cm de large. Le M4 standard a des chenilles de 40 cm. Ce char flotte sur la boue. Il est plus agile. Et le canon ? Demande l'aide de camp. C'est le 76, marmonne Kim. Mais il frappe avec la force d'un 90. Comment ? La réponse réside dans un rapport d'escarmouche qui arrive 1 heure plus tard. Une autre unité de T-34 tentant une manœuvre de flanquement près de Taboudong a engagé un peloton de ses Sherman élargis. Le rapport est glaçant. « Nous avons tiré les premiers », écrit le chef de peloton survivant. « Nous avons touché le char américain de tête. Notre obus a rebondi sur son avant. » Kim se fige. Rebondit. Le Sherman était célèbre pour être à la peau fine. Un T-34-85 devrait pouvoir transpercer la plaque frontale d'un Sherman à 2 km. Si leurs obus rebondissent, cela signifie que les Américains n'ont pas seulement amélioré le canon, ils ont amélioré le blindage. Ou ils l'inclinent différemment. Le rapport continue. Le tir de riposte américain a été instantané. La vélocité était si élevée que nous n'avons pas vu le traceur. Il est simplement arrivé. L'impact a brisé la couronne de tourelles. Nous ne combattons pas les mêmes chars que nous avons combattus en juillet. Les Américains ont changé les variables. Kim réalise qu'ils combattent un fantôme du futur. Les Américains ont pris un vieux châssis, un tracteur essentiellement, et l'ont transformé en fusil de précision. Ils frappent du poing sur la table. Les conseillers soviétiques ont menti, ou ils ne savaient pas. Quoi qu'il en soit, le T-34 n'est plus le prédateur suprême de la péninsule coréenne. Nous devons changer de tactique, annonce Kim, le visage sombre. Nous ne pouvons pas échanger des tirs avec eux à longue portée. Leur canon est plus rapide, leur visée est précise. Nous devons les attirer au plus près, à bout portant, là où leur vélocité n'a plus d'importance. Il regarde la carte. L'allée de Bouling, un tronçon de route étroit près de Taboudong. C'est un canyon de la mort. Des murs élevés, aucune marge de manœuvre. Nous les attirerons ici. Kim trace la ligne sur la carte. Nous attaquerons de nuit. Nous utiliserons l'obscurité pour annuler leur avantage de portée. Et nous verrons si ces super Shermans brûlent comme les anciens. C'est un pari désespéré. Kim mise tout sur un assaut nocturne. Il ne sait pas que les Américains attendent exactement cela. Il ne sait pas qu'à l'intérieur de ces larges Shermans, les équipages ne sont pas des conscrits terrifiés. Ce sont des vétérans. Et ils ont une surprise qui attend dans la culasse de leur canon que Kim ne peut absolument pas anticiper. Le piège est tendu, mais la souris est sur le point de réaliser que le fromage est empoisonné. Août 1950. Le soleil a disparu derrière les pics déchiquetés des montagnes de Sobaek, plongeant la vallée dans une obscurité d'encre suffocante. Ce corridor étroit de terre et de gravier qui s'étend au nord de Taegu est connu sur les cartes sous le nom de route de Taboudong. Mais demain matin, les soldats américains retranchés sur ses flancs lui auront donné un nouveau nom, l'allée de Bouling. Pour le colonel Kim, accroupi dans la trappe de commandement de son T-34, l'obscurité est une arme. L'armée de l'air américaine, les vautours qui les harcèlent le jour, sont aveugles la nuit. L'écart technologique est censé se réduire quand le soleil se couche. Dans le noir, la guerre devient primitive. Elle devient un combat au couteau dans une cabine téléphonique. Et dans un combat au couteau, le T-34, robuste, simple et brutal, est la lame supérieure. Moteur coupé. Écoutez, murmure Kim dans la radio. La colonne de 13 chars T-34 reste immobile. Le silence est pesant, rompu seulement par le chant des cigales et le martèlement rythmique distant de l'artillerie américaine, pilonnant les collines à des kilomètres de là. Kim attend le bruit d'un mouvement. Il veut surprendre les Américains endormis. Puis il l'entend. Pas le rugissement des moteurs, mais le cliquetis du métal. Les Américains se repositionnent. Ils sont proches, à moins de 400 mètres. « Conducteur, démarrez le moteur, en avant. Écrasez-les » hurle Kim, rompant le silence radio. «
13 moteurs diesel rugissent à la vie, crachant de la fumée noire dans l'air nocturne. Le blindage nord-coréen s'élance, leurs phares s'allumant pour aveugler l'ennemi. C'est la tactique de choc de base. Submerger les sens, réduire la distance. Devant, les silhouettes des chars américains émergent des ombres. Ce sont les mêmes monstres à chenilles larges, les Super Sherman, bloquant la route comme des sentinelles. « Feu !» ordonne Kim. Le T-34 de tête tire. L'obus de 85 mm fuse à travers l'obscurité, manquant le char américain de tête de quelques centimètres et s'écrasant dans la paroi rocheuse derrière lui. L'explosion illumine la vallée pendant une fraction de seconde. Kim sourit. Les Américains sont des cibles faciles. Ce sont des cibles stationnaires. Mais alors le ciel se transforme en jour. Depuis l'arrière américain, des mortiers lancent des obus éclairants. Des fusées éclairantes explosent au-dessus, descendant en parachute, baignant la vallée d'une lumière blanche de magnésium dure et vacillante. Les ombres disparaissent. Les chars nord-coréens sont exposés. Des silhouettes noires et nettes contre la route blanche. Et alors, les Super Sherman répondent. Ce qui se passe ensuite défie tout ce que Kim comprend de l'artillerie de char. D'habitude, un char doit s'arrêter pour tirer avec précision. Le T-34 doit freiner, laisser la suspension se stabiliser, et ensuite, le tireur peut viser. Cela prend de précieuses secondes, mais les chars américains commencent à reculer, se retirant lentement tout en gardant leur blindage frontal pointé vers l'ennemi. Et pendant qu'ils bougent, leurs canons restent verrouillés sur la cible, flottant étrangement à niveau, tandis que la coque rebondit sur le terrain accidenté. Crac! Le T-34 de tête, commandé par le lieutenant le plus expérimenté de Kim, explose. Il ne prend pas simplement feu, il se désintègre. La tourelle est arrachée de la couronne, faisant des cabrioles dans une rizière. Crac! Crac! 2 autres tirs, 2 autres destructions. La cadence de tir américaine est inhumaine. Il tire toutes les 5 secondes. Et il ne rate pas. Continuez à avancer. Réduisez l'écart, crie Kim, sa voix forçant contre le bruit. Passez sous leur garde. Un T-34 à la gauche de Kim accélère, chargeant droit sur un Sherman américain. C'est une course suicide. Le tireur nord-coréen tire en mouvement, mais l'obus part dans le vide, volant haut par-dessus la crête. La suspension du T-34 est trop rigide. Le canon rebondit violemment à chaque bosse sur la route. Le char américain ne bronche pas. Il recule légèrement, son tube de canon agissant comme un bras gyrostabilisé. Il tire. Le projectile frappe le T-34 en charge sur le blindage frontal incliné, le point le plus solide. Kim regarde, s'attendant aux étincelles d'un ricochet. Il s'attend à ce que la physique de la Seconde Guerre mondiale sauve son camarade. Au lieu de cela, un éclair aveuglant d'étincelles blanches éclate sur la plaque de glacis. L'obus ne rebondit pas. Il s'enfonce. L'énergie cinétique est si immense que le T-34 frémit jusqu'à l'arrêt complet, comme s'il avait heurté un mur de briques. Une seconde plus tard, un jet de flamme jaillit de la trappe du conducteur comme un chalumeau. Kim est horrifié. « Qu'est-ce qu'il tire ?» hurle-t-il. « Ce n'est pas une munition standard !» Le fond de la vallée est maintenant un spectacle chaotique de lumière de traceurs rouges et verts. Les boules rouges américaines volent droit et juste, perçant l'acier soviétique avec une facilité méprisante. Les obus du T-34 en comparaison semblent manquer de puissance. Quand ils touchent les chars américains, ils ricochent souvent sur les épais mantelets arrondis ou les coques supérieures inclinées. Kim réalise que le piège a échoué. Les Américains ne sont pas piégés dans l'allée de bowling avec lui. C'est lui qui est piégé dans l'allée de bowling avec eux. Conducteur, virage serré à droite, allez dans les rizières. Prenez-les de flanc, ordonne Kim. Son char quitte la route brusquement, les chenilles patinant dans la boue. Il fait pivoter son périscope en essayant de trouver un tir de flanc sur l'un des Sherman. Il en repère un isolé près d'un camion en feu. C'est la cible parfaite. Cible char, distance 300, feu. Son tireur appuie sur la pédale. Le canon de 85 mm rugit. L'obus s'écrase sur le flanc du Sherman. Clang. Kim attend l'explosion. Il attend le feu, mais le Sherman frémit simplement. L'obus n'a pas pénétré. Il a touché le flanc, mais quelque chose, peut-être l'angle, peut-être le stockage interne, a absorbé le coup. Lentement, terriblement, la tourelle du Sherman commence à pivoter vers lui.
Elle tourne avec un ronronnement électrique fluide que Kim peut presque entendre par-dessus la bataille. Le long tube s'aligne parfaitement avec le visage de Kim. « Marche arrière! Marche arrière !» hurle Kim, plongeant dans le panier de tourelles. Le Sherman tire. Le monde devient blanc. L'impact fait résonner le T-34 comme une cloche géante. Kim est projeté contre la cloison, les oreilles bourdonnantes, du sang coulant de son nez. Le char est rempli de fumée, mais ils sont vivants. L'obus a frappé la joue de Tourelle à un angle extrême et a ricoché. « Évacuez! Évacuez !» hurle le conducteur. « Les conduites de carburant !» Kim s'extirpe de la trappe, tombant dans la boue humide de la rizière. Il regarde en arrière, son char ne brûle pas encore, mais il est mort. Les chenilles sont brisées. Il rampe dans la boue, l'eau froide contre sa poitrine. Tandis que le massacre continue sur la route, il regarde les Super Shermans démanteler son bataillon pièce par pièce. Ils combattent avec une précision mécanique qui est terrifiante. Ils ne ratent pas, ils ne s'arrêtent pas, ils ne craquent pas. Depuis la sécurité d'un fossé de drainage, Kim regarde le dernier T-34 de son unité essayer de faire demi-tour et de fuir. Un obus américain l'atteint dans le compartiment moteur arrière. Le char éclate en une boule de feu qui illumine toute la vallée. Le silence revient lentement dans l'allée de Bowling. Le seul son est le crépitement du diesel en feu et les détonations des munitions qui cuisent à l'intérieur des épaves du blindage nord-coréen. Kim gît dans la boue, humilié. Le T-34 était l'arme de la révolution. Il a vaincu les nazis. Il était censé libérer le Sud. Mais cette nuit, il a été transformé en ferraille par un char qui était censé être obsolète depuis 5 ans. Il retire un éclat d'obus de son gilet par éclat. C'est un fragment de l'obus américain qui a tué son char. Il l'éclaire avec sa petite lampe de poche. Il est dense, incroyablement dense. Et à l'intérieur de l'enveloppe d'acier, il y a autre chose, un noyau, un métal dur et sombre qui semble plus lourd que le plomb. Kim réalise que les Américains n'ont pas simplement apporté un meilleur char, ils ont apporté un secret, un bond technologique qui a transformé le chasseur en proie. Ils doivent faire parvenir ce fragment aux renseignements. Ils doivent savoir pourquoi Lizzie 8 les tue. Ils doivent connaître le secret de la balle d'argent. L'aube de septembre 1950 n'apporte aucun réconfort au colonel Kim. Il est assis dans une salle d'interrogatoire sombre, non pas comme prisonnier, mais comme un homme exigeant des réponses de ses propres officiers de renseignement. Sur la table métallique entre eux, se trouve le fragment déchiqueté de l'obus qui a tué son char. C'est la preuve physique de leur échec. Un expert en munitions senior du groupe consultatif soviétique prend le fragment. Il le soupèse dans sa main. Il gratte la surface avec une lime. La lime glisse. Le métal est plus dur que la lime. Ce n'est pas de l'acier, dit l'expert, sa voix étouffée. Ce noyau, c'est du carbure de tungstène. Kim le fixe. Du tungstène ? C'est un métal stratégique, il est incroyablement rare. Vous me dites que les Américains nous tirent dessus avec du métal précieux ? Ils l'appellent HVAP, explique l'expert, plaçant un diagramme sur la table. Haute vélocité perforant. La désignation est M93. C'est la première pièce du puzzle. Le mystère de la vélocité fulgurante est résolu. Les obus de chars standards sont de lourds projectiles d'acier. Ils comptent sur la masse pour fracasser le blindage. Mais le M93 est différent. C'est un corps léger en aluminium, enveloppé autour d'un noyau dense fin comme un crayon en tungstène, l'un des métaux les plus durs sur Terre. Parce que le projectile est plus léger, la charge de poudre le propulse hors du canon à des vitesses vertigineuses, allant jusqu'à 1036 mètres par seconde. Kim réalise pourquoi il ne pouvait pas voir l'arc de l'obus. Il n'y avait pas d'arc. Aux distances de combat, le M93 vole presque parfaitement à plat. Il ne fracasse pas le T-34. Il le perce. L'énergie cinétique concentrée sur cette minuscule pointe de tungstène génère assez de chaleur pour liquéfier la plaque de blindage à l'impact, projetant du métal en fusion dans le compartiment de l'équipage. Donc ils ont une balle magique, marmonne Kim. Mais le char bougeait différemment. Il flottait sur le sol. Il tirait en reculant. Le Sherman est un vieux tracteur. Il ne devrait pas pouvoir faire ça. L'officier de renseignement sort un manuel américain capturé, estampillé confidentiel. Il l'ouvre à un schéma d'un char. Il est étiqueté M4A3E8.
Il l'appelle Lizzie 8. L'officier dit qu'il ressemble à un Sherman, colonel, mais en dessous c'est une machine complètement différente. C'est la deuxième révélation, et peut-être la plus dévastatrice. Les Nord-Coréens avaient été briefés pour combattre le M4 de 1942, le char à chenilles étroites, rebondissant, à la peau fine qui peinait dans la boue. Mais Lizzie 8 était l'évolution finale et ultime de la plateforme Sherman. L'officier pointe le système de suspension dans le diagramme. Regardez ici. Ce n'est pas le système à ressorts verticaux que nous connaissons. C'est le HVSS, suspension à ressorts horizontaux. Kim se penche. Le diagramme montre un système complexe d'amortisseurs et de ressorts horizontaux qui permettent aux galets de roulement de bouger indépendamment, absorbant le terrain. Ce système, continue l'officier, leur permet de monter des chenilles de 58 cm de large, 18 cm plus larges que les anciens modèles. Cela répartit le poids, cela réduit la pression au sol. Les pièces s'assemblent pour Kim, c'est pourquoi il ne s'enfonçait pas dans les rizières, c'est pourquoi il pouvait manœuvrer sur les berges molles du Naktong. Mais plus important encore, la conduite douce fournie par le HVSS agissait comme un stabilisateur de fortune. Tandis que le T-34 rebondissait et ruait violemment, déréglant la visée du tireur à chaque caillou, Lizzie 8 glissait. Les tireurs américains n'étaient pas surhumains, ils roulaient simplement dans une limousine, pendant que les hommes de Kim roulaient dans une charrette. Et la durabilité, demande Kim ? Nous les avons touchés, ils n'ont pas brûlé. Le Sherman est célèbre pour brûler. Nous les appelons Ronsons, s'allument du premier coup, à chaque fois. Stockage humide, répond l'officier, tapotant le diagramme de la coque. Les râteliers à munitions sont entourés de chemises remplies d'eau et de glycérine. Si nous pénétrons le râtelier à munitions, le liquide inonde le compartiment et éteint le feu avant qu'il puisse exploser. Ils ont corrigé le défaut fatal. Ils l'ont corrigé il y a 5 ans. Kim s'adosse, sentant un froid au creux de l'estomac. L'arrogance de l'invasion le submerge. Ils avaient envahi en croyant combattre une pièce de musée. Ils pensaient que le T-34 était le prédateur suprême, parce qu'il avait un blindage incliné et un gros moteur diesel. Ils ont ignoré le fait que la guerre des chars n'est pas seulement une question d'épaisseur de blindage. C'est une question de système. Le T-34-85 était un char révolutionnaire en 1941, mais en 1950 il était exigu, aveugle et ergonomiquement un cauchemar. Il y a encore une chose, ajoute l'officier, hésitant. Les équipages. Kim lève les yeux. Qu'est-ce qu'ils ont ? Nous avons intercepté des communications radio pendant la bataille de l'allée de Bouling. Ce ne sont pas des troupes d'occupation. Ce ne sont pas des recrues fraîches des États-Unis. L'officier fait jouer une bande magnétique. La voix qui perce à travers les parasites est calme, professionnelle, presque ennuyée. Elle parle avec un accent du Sud. Tireur, traverse à droite, stable, feu. C'est la voix du 70e bataillon de chars, dit l'officier, et du 72e. Beaucoup de ces hommes ont combattu en Europe. Ils ont combattu à la bataille des Ardennes. Ils ont combattu à Remagen. Ils ont vécu dans ces chars pendant 5 ans. Kim ferme les yeux. C'est le dernier clou dans le cercueil. Le T-34 a une tourelle biplace. Le commandant doit commander le char, chercher des cibles, parler à la radio et viser le canon. Il est surchargé. Il est épuisé. Quand la trappe est fermée, il est aveugle. Lizzie 8 a une tourelle triplace. Le commandant commande, le tireur tire, le chargeur charge. Le commandant américain a une coupole à vision 360 degrés. Il peut voir le champ de bataille. Il peut repérer le T-34 avant même que le T-34 sache qu'il est là. Et le chargeur à l'intérieur de la coque spacieuse de Lizzie 8, le chargeur a de la place pour travailler. Il peut alimenter ce canon de 76 mm avec un nouvel obus toutes les 4 ou 5 secondes. À l'intérieur du T-34 exigu, où les obus sont stockés dans des casiers de plancher mal placés, le chargeur peine à maintenir 6 coups par minute. Dans un duel, le char américain tire 2 coups pour chaque coup des Nord-Coréens, et avec l'obus HVAP au tungstène, le premier coup est tout ce qui compte. « Nous avons perdu », murmure Kim. « Nous n'avons pas perdu à cause des effectifs, nous avons perdu parce que nous avons sous-estimé la machine. » La bataille de l'allée de Bouling n'était pas une anomalie, c'était une prévision. Dans les semaines qui suivirent, les statistiques allaient dresser un tableau sombre. À la fin de 1950, les forces blindées nord-coréennes, le fer de lance qui avait presque poussé les Nations Unies à la mer, avaient effectivement cessé d'exister.
Les études américaines des champs de bataille révéleraient plus tard la vérité. Bien que la puissance aérienne revendiquât de nombreuses destructions, les batailles char contre char furent décisives. L'obsolète M4 Sherman, armé du canon à haute vélocité et des munitions à balles d'argent, fut responsable de la destruction de plus de T-34 que tout autre char du conflit, plus que les lourds Pershing, plus que les Patton. Le E-8 était l'arme parfaite pour la Corée. Il était assez léger pour gravir les collines escarpées que les lourds Pershing ne pouvaient franchir. Il était assez fiable pour rouler des centaines de kilomètres sans que la transmission ne lâche, ce que le T-34 ne pouvait prétendre. Et il était assez mortel pour percer le mythe de l'invincibilité soviétique. Le colonel Kim se lève et marche vers la fenêtre. Dehors, il peut entendre le grondement lointain de la ligne de front se déplaçant vers le nord. Les Américains percent le périmètre de Busan. Le point de fer du nord a été brisé contre le bouclier du Easy-8. Il réalise maintenant que le Sherman n'a jamais été un mauvais char. C'était un char conçu pour être amélioré. C'était une plateforme qui pouvait évoluer. Les Soviétiques construisirent un char pour un moment spécifique en 1941. Les Américains construisirent un char qui pouvait s'adapter à l'avenir. Et tandis que le soleil se lève sur la péninsule étouffée par la fumée, Kim sait que la guerre a changé. Le mystère de la rivière Nakhtong est résolu. Il n'y avait pas de fantômes. Il n'y avait pas de laser. Il y avait juste un groupe de tankistes vétérans assis dans une machine à chenilles larges, à conduite souple, à tir rapide, chargés de la métallurgie la plus avancée de la planète, attendant que l'ennemi commette une erreur. Et l'ennemi commit la plus grande erreur de toutes. Ils crurent leur propre propagande. Le T-34 est mort. Longue vie au Easy.